Bienvenue à notre présentation qui s'intitule Le passage au nuage bien planifié, une approche gagnante. Salut Tidjani. Salut André. Hey, on est à la GIC. Super, hein? Oui, Wow. hey, c'est le fun. On va vous parler aujourd'hui du passage infonuagique parce que c'est pas nécessairement facile. Hein? Non, ça paraît facile. Pourtant, c'est facile, c'est juste un escalier pour aller dans le nuage. Là. C'est un peu plus complexe que ça. Normalement, on fait des talks très techniques. Hein? On fait des présentations très techniques. On va se forcer pour garder ça dans 20 minutes et vous parler plus de l'aspect général de l'infonuagique. Donc, je te laisse te présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Tidjani Belmansour. Je suis architecte de solutions Azure chez Cofomo et aussi directeur du centre d'excellence Microsoft. Je suis également MVP Azure. Et si vous voulez me rejoindre, vous avez mes coordonnées qui s'affichent à l'écran. Et pour ma part, c'est André Girard, je suis architecte intégrateur infonuagique, directeur du centre d'excellence en solutions infonuagiques chez Cofomo à Québec. Et vous avez mes coordonnées aussi pour me rejoindre. Donc, sans plus tarder, parlons du sujet de l'heure qui est la transformation numérique puis l'adoption à l'infonuagique. Puis on dit ici qu'on va traverser une zone de turbulence. Oui. Je pense qu'elle va être quand même assez sévère. Effectivement. Est-ce que c'est faisable? Oui, certainement. Ah. On sait qu'on va avoir des zones de turbulence à traverser. Si on est bien préparé et qu'on a les bonnes compétences, on va pouvoir se rendre de l'autre côté. Donc, ce que vous voulez faire, c'est réussir votre passage vers le nuage, hein, vers l'infonuagique, puis avoir le plus de retour possible sur l'investissement. Parce que on peut sauver des coûts, on peut être plus sécuritaire, ça peut être fantastique l'infonuagique. Si c'est bien planifié. Si c'est bien planifié, on peut arriver aussi complètement au contraire. Exact. Donc en ce moment, vous vous sentez certainement comme vous êtes la personne dans le petit Cessna qui essaye de monter dans le nuage, mais on sait que ce n'est pas nécessairement l'avion le plus performant. Ou peut-être même la personne sur le bord de la clôture qui n'est même pas encore à l'aéroport. Donc vous n'avez peut-être pas les infrastructures nécessaires pour même pouvoir vous envoler vers le cloud. C'est intéressant ce que tu dis, tu parles d'infrastructure, donc ça fait un parallèle avec le volet technologique, mais d'aller vers le cloud, c'est surtout 3 facteurs clés qu'on va voir au cours de cette présentation aujourd'hui. Il y a le facteur technologique, comme tu l'as mentionné, il y a le facteur sécurité et il y a le facteur humain. Les 2 premiers, technologique et sécurité, c'est des éléments que tout le monde connaît, tout le monde va penser à ça. Le facteur humain, c'est souvent celui qui est le négligé, mais c'est souvent celui qui est le plus complexe. Effectivement. Donc, ce que vous voulez, c'est être confortablement installé en première classe, les 2 pieds sur le pouf. Non, malheureusement, dans les avions, souvent, on n'a pas de place pour avoir... en première classe, on a un petit peu plus de place. On est confortable pour atteindre le nuage. Donc, vous voulez être capable d'atteindre le nuage de façon confortable, sécuritaire et compatible. Pour ce faire, vous avez besoin d'un plan. Donc, vous avez besoin, on aime dire chez Cofomo, un plan de vol. C'est vraiment une approche structurée qui va intégrer technologie, sécurité et le facteur humain, évidemment. C'est ça. C'est le résultat de beaucoup d'expertise et beaucoup d'expérience. Dans des mandats de ce type-là. Oui. Parlons maintenant technologie, Tidjani. On pourrait comparer l'adoption de l'infonuagique puis l'aspect technologique un peu encore aux avions. Si on regarde un avion de même du 1962, un cockpit très simple, c'est efficace, on sait comment le voler. Par contre, ça reste de la technologie de base, où est-ce qu'on a beaucoup de tâches manuelles à faire. Puis c'est pas pareil comme les nouveaux cockpits où tout est automatisé, il y a beaucoup plus d'affichage, beaucoup plus d'informations qui sont données, mais ça finit par être ce qu'on appelle du task saturation. Le pilote a beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui y arrivent, donc c'est pour ça que normalement ça prend un bon copilote. C'est la même chose que dans la majorité des fournisseurs de cloud. Ils vont avoir des outils pour pouvoir opérer efficacement, mais il y a plus de choses à connaître, plus de choses à contrôler, mais il peut y avoir beaucoup plus d'automatisation. Oui. Donc, ça peut être beaucoup plus sécuritaire, un peu comme un avion qui est moderne, va être beaucoup plus sécuritaire à cause des différents éléments qui sont rajoutés. Quand on parle de migration, communément appelée lift and shift, on parle de déplacement de charge, où est-ce qu'on fait comme ici, on prend l'avion, on fait juste la mettre sur une flotte, on la déplace, c'est la même avion, elle va avoir les mêmes qualités, les mêmes défauts. Okay. Donc, la même chose quand on parle d'une VM.
C'est ça, ben, comme on fait changer un avion d'hangar, ben, on déplace la VM, on le fait changer en fait d'infrastructure. OK. Donc, Mon épouse dirait on déplace le problème, là, mais ça, c'est un autre histoire. mais en fait, ça reste la même VM La même VM. avec ses qualités et ses défauts. Ce qui est sécurisant, c'est que on reste un petit peu dans nos pantoufles. Hein. C'est la même façon de gérer cette VM-là. Donc, pour les qualifications de l'équipe de travail, il y a c'est moins ça. d'impact. Il n'y a pas d'impact sur, on va dire, le développement des compétences, des connaissances. Moins d'impact. Moins d'impact, effectivement. Moins d'impact. On n'a pas de modification de code à faire. Mhm. Ça, c'est un Ouais. point aussi. Comme tu le mentionnais, en fait, on peut aller soit sur des VM natives du fournisseur infonuagique, Mhm. ou bien si on utilise du VMware sur site, ben, les fournisseurs infonuagiques ont une offre aussi VMware pour leur plateforme infonuagique. Quel type d'application on va déplacer ou quand est-ce qu'on est obligé de faire ça? Parce que c'est certainement pas la meilleure approche. C'est une excellente question en fait. C'est que même si le lift and shift, c'est le chemin le plus rapide vers l'infonuagique, ça ne se prête pas quand même à tous les types de charges, même si on peut déployer tous les types de charges. Mais si vous avez des progiciels et que ce progiciel-là n'a pas d'offre SaaS ou d'offre conteneurisée, c'est le chemin que vous allez suivre, donc de prendre ce logiciel-là puis de le déployer dans des VM chez votre fournisseur infonuagique. OK. Mais on va favoriser d'autres options autant que possible parce que là, on reste responsable du système d'exploitation, des mises à jour, la protection, l'endurcissement des VM. Tout à fait. Donc, on essaie d'éviter autant que possible le IaaS quand c'est possible. Exactement. Puis pour les logiciels, faites attention au modèle de licence parce que ça peut être un problème, un enjeu vers votre migration. C'est pas tous les modèles de licence qui permettent d'être mis en infonuagique. Exactement. Excellent. Ensuite, il y a la deuxième option qui est faire de la modernisation d'applications. Ici, on a un avion, on a juste repeinturé l'avion. Donc, fondamentalement, c'est le même avion, mais elle va avoir l'air un petit peu plus neuve. Commence par nous expliquer un peu un exemple d'application rapidement qu'on pourrait déplacer. Parfait. Sans rentrer trop dans les détails techniques. Non, je vais expliquer en fait qu'est-ce qu'on entend par modernisation. Bien souvent, quand on entend par modernisation, c'est d'adopter ce qu'on appelle le Platform as a Service, c'est d'aller vers des services qui sont gérés par votre fournisseur d'infonuagique. Et quand on dit gérer, ça veut dire que c'est votre fournisseur qui va gérer l'infrastructure sous-jacente. Donc, autant s'assurer que les machines sont en bonne santé, que s'il y a des pannes physiques sur ces machines, c'est lui qui va les remplacer. Puis s'il y a des mises à jour sur les OS, c'est lui qui s'en occupe. Donc vous vous occupez de vos applications. Un serveur web comme étant un service ou une base de données comme étant un service, c'est pas moi qui installe la machine, le système d'exploitation, j'utilise juste la base de données. Exactement, tout à fait. Puis là, dans les types d'applications qui sont des bonnes candidates pour aller vers cette approche-là, c'est essentiellement des applications web avec une base de données en arrière ou même un service web qui est consommé. Et finalement, le développement d'applications natives infonuagiques. Donc, on a gardé le terme en anglais, cloud native, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Mais quand on parle de développement natif, là, on parle vraiment de faire une application à partir de zéro. De refaire l'application pour utiliser toutes les capacités du cloud. Si on prend un avion qui est là, c'est certainement que la consommation d'essence est beaucoup moindre, l'avion va beaucoup plus vite, peut aller plus haut et plus sécuritaire, il y a peut-être beaucoup d'automatisation. Donc, pour être capable de prendre tous les avantages que ce que la technologie en aviation nous permet, on va aller designer un nouvel avion. Ça va être la même chose avec nos applications. Effectivement, en fait, puis ce que tu amènes est intéressant parce que quand on dit développement cloud native, c'est-à-dire qu'on exploite les capacités du cloud à leur plein potentiel. Ce que ça nous donne aussi comme avantage, c'est que cloud native rime avec conteneurisation. Okay? Puis qui dit conteneurisation dit multi-cloud, portabilité. C'est-à-dire on pourrait déplacer ces charges-là chez n'importe quel fournisseur infonuagique et on pourrait même les déplacer chez nous en interne. Donc on a cette flexibilité-là, ce qu'on n'avait pas avec le Platform as a Service. Puis on a aussi une nouvelle façon de faire l'architecture. On parle beaucoup de microservices dans ce genre d'application-là. Ça ne veut pas dire parce que vous êtes infonuagique, il faut être microservice. Exactement. Et que vous êtes microservice, il faut être infonuagique. Mais il reste que les deux vont très bien ensemble. Exactement. Puis ça, moi, tu vois, moi, je le mettrais dans la colonne des enjeux ou on va dire des défis plutôt, d'aller vers du cloud native. C'est que ça prend plus de connaissances, de nouvelles compétences, parfois même de nouveaux rôles.
pour adopter tout ce qui est la conteneurisation, le serverless, etc. Tout ce qui tourne autour du cloud native. Oui, juste avant d'aller vers les autres aspects, si tu me permets un petit commentaire, votre adoption de l'info nuagique à l'échelle de l'organisation va souvent impliquer ces trois modèles-là. Maintenant, parlons des zones d'atterrissage. La fameuse landing zone que tout le monde parle, mais pourquoi on en a besoin? Si vous regardez au niveau d'un aéroport, ici on a l'aéroport de Québec, on voit des pistes, mais c'est beaucoup plus que des pistes. Hein. C'est plus, il y a plein d'équipes qui font des travaux différents qui sont extrêmement importantes dans un aéroport, comme la sécurité, comme l'entretien des pistes, il y a du monitoring qui est fait par la tour. Donc on va faire un parallèle avec nos landing zones, puis on va voir que l'aspect humain, processus est important. Effectivement, oui. La partie technologique, c'est la partie facile. Oui. Pour nous autres qui sommes des experts technologiques, quand on a appris l'info nuagique, ça fait déjà plusieurs années, mais il reste que ça n'a pas été difficile d'apprendre ça. En fait, la partie technologique, si vous avez les bonnes ressources et les bonnes compétences ou les bons partenaires pour vous accompagner là-dedans, c'est la partie facile. Par contre, la partie humaine, c'est la partie où est-ce qu'il y a un gros défi. Exact. C'est ce qu'on a vu chez la majorité de nos clients auxquels on aide à adopter l'info nuagique. C'est souvent la partie la plus critique et la plus sous-estimée. Parce que vous avez besoin de plusieurs équipes comme un CEI pour vous aider à planifier les modifications, qui soient des représentants de plusieurs domaines. Une équipe fabrique qui est une équipe d'ingénieurs qui va aider les projets à démarrer. Une équipe d'opération cloud qui va aider à monitorer ce qui se passe, puis s'assurer que les lumières restent vertes. Hein. Et l'équipe financière, l'équipe FinOps, qui va surveiller la consommation, hein, parce que ça, c'est fondamentalement différent. Exactement. Puis c'est s'assure de contrôler les coûts et que ça ne coûte pas plus cher que ce qui était prévu. Tout à fait. Et finalement, la même chose avec la sécurité. Hein. La sécurité, ça nous prend une équipe qui n'est pas là juste une fois de temps en temps. C'est des équipes permanentes qui sont toujours là parce que le cloud, ça change, il faut évoluer avec les changements du cloud. Exactement. C'est intéressant ce que tu dis parce que toutes ces équipes-là sont des équipes qui sont là pour être en continu. Ce n'est pas des interventions ponctuelles. Même chose pour la gestion des coûts. C'est pas tu dis j'ai mis mes charges, ça coûte tant, puis c'est bon, on passe à autre chose. C'est qu'il faut surveiller en continu l'évolution de la consommation. Aussi, on travaille beaucoup avec, là on a parlé du béton dans l'aéroport, on a parlé des gens, mais en aviation, il y a aussi une chose qui est très semblable à l'info nuagique, c'est tout ce qui est processus et réglementation. On travaille avec, en aviation, il faut entretenir notre avion une fois par année, on fait un entretien annuel, un changement d'huile aussi, et on refait le moteur aux 2000 heures. Donc, on a des choses à faire au niveau réglementation qui sont contrôlées par certaines réglementations comme le RAC au Canada, plus aussi, évidemment, qu'on fait du contrôle de coûts, hein, pour pas qu'on dépense tout et qu'on soit plus capable d'avoir d'argent pour pouvoir continuer à opérer, que ce soit un avion. C'est la même chose avec l'info nuagique. Donc, on a un ministre des Finances en quelque part qui check les dépenses. Mais en info nuagique... Puis c'est intéressant ce que tu dis parce que en info nuagique, la sécurité est une responsabilité partagée. C'est que bien souvent, vos fournisseurs info nuagique, peu importe celui que vous choisissez, mettent en place beaucoup de contrôles, comme en aviation, beaucoup de contrôles pour s'assurer que c'est sécuritaire, que ça respecte les normes et les standards de sécurité. Mais... et donnent beaucoup d'outils aux clients pour le faire. Exactement, autant pour valider, garantir et aussi pour le faire. Mais ça reste que nous, enfin, vous avez à avoir à faire ce travail-là. Vous êtes aux commandes, rappelez-vous. Donc c'est à vous de le faire. Donc il y a une partie que vous allez devoir gérer au niveau de la sécurité. Puis la stabilité, évidemment, des environnements, pour s'assurer que quelqu'un ne provisionne pas une machine qui va nous coûter une fortune, donc pas avoir de surprise au niveau financier, et aussi être conforme à certaines industries. Hein. Il y a c'est un certain standard d'industrie. Les standards d'industrie pour les cartes de crédit, exemple, le Protected B au niveau fédéral, ou NIST pour ceux qui ne sont pas au niveau gouvernemental. C'est tous des contrôles qu'on peut rajouter directement de façon native dans les différents landing zones et les outils de contrôle qu'il y a dans les grands fournisseurs infonuagiques. Tout à fait. Maintenant, parlons d'un sujet que les gens, des fois, ne font pas nécessairement l'association directement entre
info nuagique et DevSecOps. Puis moi, c'est un point qui est vraiment cher à mon cœur. Tout ce qui est automatisation, ce qui est processus DevSecOps, je crois qu'il ne peut pas y avoir d'adoption info nuagique sans avoir de DevSecOps. Ou au moins une inspiration d'eux. C'est sûr qu'on ne peut pas faire des miracles, puis c'est pas un changement qui est facile. Tout à fait. En fait, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, c'est tout l'aspect humain sur lequel on a mis l'emphase. Parce que le DevSecOps, c'est au-delà des outils, etc. Très Donc il y a la partie humaine, puis on l'a mentionné, c'est la partie qui est souvent sous-estimée, puis que c'est la partie la plus critique et la plus complexe. Mais il y a aussi le volet automatisation et outils dans le côté DevSecOps, puis c'est là où tu veux en venir. Ah oui, puis quand on parle d'automatisation, prenons encore notre exemple d'aéroport. Avant, on arrivait au comptoir, on faisait notre check-in, ils checkaient nos bagages, ils rouvraient les valises, ils vérifiaient au niveau sécurité. Maintenant, quasiment tout est automatisé. On peut faire notre check-in automatique. Même dans certains aéroports, on peut même peser nos valises nous-mêmes, puis on met le tag nous-mêmes, puis ça part automatisé. Puis éventuellement, on va voir même des gates où est-ce qu'on va rentrer dans l'avion, puis ça va être automatisé. Tu vas passer ton passeport, ton boarding pass, puis tu vas rentrer direct dans l'avion. Il n'y aura même plus personne à la gate. Puis c'est une chose qu'on aime bien dire, qu'un grand sage a déjà dit, le nuage est une cible en mouvement. Hein? Le nuage, il se déplace toujours. C'est la même chose avec la majorité des fournisseurs infonuagiques. À tout bout de champ, il y a des nouveaux services, il y a des nouveaux outils. Des nouvelles fonctionnalités dans les services existants qui vont permettre d'aller plus vite, d'être plus automatisé, d'être plus géré. Donc tout ça, ça revient un peu aux équipes qu'on disait au début, c'est qu'elles sont là, on continue pour justement s'assurer qu'on fait une exploitation optimale de l'info nuagique. Puis quand on parle DevSecOps, on va mettre l'emphase là-dessus, c'est que ça évolue tellement rapidement, le monde de l'info nuagique, qu'on va développer, on va faire des essais automatisés, que ce soit d'infrastructure ou de programmation, de code, puis on va monitorer nos applications. Mais si on est rendu très rapide dans notre cycle de développement, puis que la sécurité prend 3 semaines à vérifier les dangers de sécurité ou à faire des audits, ben on ne sera jamais capable d'avoir la vélocité nécessaire. Donc, même la sécurité doit embarquer dans ce cycle DevOps-là et être présent à toutes les étapes du cycle DevOps. Donc, la clé du succès, c'est l'automatisation là-dedans, que ce soit les tests d'infrastructure, que ce soit les déploiements, donc les pipelines de déploiement, les tests automatisés. C'est vraiment ça qui est la clé qui nous permet d'atteindre. C'est ça, l'automatisation va nous permettre d'avoir une rapidité d'exécution, mais aussi une prédictabilité de l'exécution aussi. Là. Exact. Dernière chose, le terme que vous avez certainement déjà entendu en anglais, you build it, you run it. Hein? En mode DevOps, idéalement, il faut bannir de notre langage le passage en mode service. Une équipe développe l'application, puis après ça, on passe ça en entretien. Sûr qu'un pilote comme moi, j'ai un avion, puis c'est pas moi qui fais l'entretien, je suis pas mécano, mais pas du tout. Ce qui fait que s'il y a des choses dans l'avion qui sont changées, il va falloir que le mécano me le dise, puis moi, il va falloir que j'y dise ce que j'aime pas pour qu'il le change. Il y a des gens qui achètent des kits, puis qui bâtissent leur avion, ici c'est un Sonex, tu achètes le kit, tu le montes toi-même, puis après ça, tu le voles toi-même, tu l'opères toi-même. Donc, s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, ben c'est toi le mécano qui va l'améliorer. Tu es en amélioration continue. À chaque vol, tu peux aller changer des choses sur ton avion. Donc, c'est vraiment ça le mode DevOps. Tu développes et tu l'opères. Ça donne aussi une connaissance sur ton avion que si tu étais juste le pilote, tu n'aurais pas. Donc, finalement, pour réussir l'adoption de l'info nuagique, vous voyez que ça vous prend un plan. Il faut prévoir ces choses-là. Il y a des frameworks d'adoption du cloud chez la majorité des grands fournisseurs qui se respectent. Ils ont cette documentation-là. Vous êtes capable d'aller regarder consulter cette documentation, puis même de prendre cette documentation puis de l'utiliser. Ce qui est par contre, là où c'est difficile, c'est que c'est pas juste une recette de cuisine. Non, ça prend une expérience. C'est des guidelines. Mais si vous n'avez pas l'expertise, vous n'avez pas le bon partenaire pour vous aider là-dedans, ben vous allez vite être dépassé. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation-là, puis je vous souhaite une bonne adoption du cloud. À bientôt.